Ouais. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aujourd'hui à cette conférence. Donc c'est la 7e conférence que j'organise au sein de l'association Les Cercles Ufologiques et Paranormales. Donc c'est une association très récente qui a été créée et fondée par Francine Perronnet en février 2014. J'appartiens aussi à une autre association, aussi le GIRU, donc le groupement d'études de recherche ufologique dans la région nordique Roubaix. Donc aujourd'hui, je vais faire intervenir Nico Coulis qui va nous parler des alliés de l'humanité. Hein. Donc il me fait plaisir aujourd'hui de venir de Paris spécialement pour nous parler justement des alliés de l'humanité. Donc pour question de présentation, je crois que j'ai dit l'essentiel. Donc je crois que Nico, tu vas pouvoir intervenir. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Eddie. Voilà. Donc, les alliés de l'humanité, il s'agit au bout du compte de 3 tomes jusqu'à présent, 3 séries de comptes rendus, dont la première a été reçue en 1998. Tous les 3 livres ont été traduits en français et sont disponibles gratuitement sur Internet. Toutefois, c'est juste le premier livre qui a été publié et imprimé dans une première édition. Et pour vous donner un exemple de la traduction, ici figurent les comptes rendus, on les appelle les exposés, il y en a 6 exposés. Et dans le livre original, en anglais, vous pouvez voir, ça c'est un livre qui est beaucoup plus gros que l'autre livre. Donc il y a un tas de choses annexes dans l'original qui malheureusement n'ont pas été reprises dans la traduction française. Et je voudrais spécialement marquer une chose concernant la validité de ces comptes rendus, puisque une des premières choses que les alliés nous racontent, c'est que eux, ils ne viennent pas nous fournir des preuves de l'existence d'engins extraterrestres ou d'êtres extraterrestres. Eux, ils estiment qu'il y a assez de preuves déjà et que nous avons déjà des chercheurs sérieux qui ont fait ce travail. Et ce qui ne figure pas dans la traduction française, c'est la section des ressources additionnelles. Je vais la chercher, donnez-moi un moment. Voilà. Qui figure dans le premier livre où on nous a mis une liste de chercheurs et d'écrivains sur le phénomène OVNI, des gens qui sont bien connus dans le milieu ufologique. Je vous donne quelques noms, comme Richard Dorland, très connu même dans le milieu ufologique français, Timothy Good, on a Bud Hopkins qui est maintenant décédé, on a Linda Moulton Howe, aussi bien connue, on a David Jacobs, on a Jim Marks, et dans la première édition de ce livre, il y avait aussi le rapport Cometa inclus dans la liste. Donc, ce que eux ils proposent, c'est que si vous voulez savoir plus sur les observations d'OVNI, pour savoir si ce phénomène est réel, il y a un tas d'ouvrages que vous pouvez consulter pour en savoir plus, et ils laissent à chacun de faire sa propre opinion au fil du temps. Donc, que vous croyez que ce soit réel ou non, que les documents présentés soient assez sérieux et valides ou non, c'est à vous. Les alliés de l'humanité ne cherchent pas à vous persuader d'une chose, mais plutôt demandent votre attention pour une perspective à ce sujet qui en fait est unique. Moi, je n'ai jamais vu d'autres auteurs ou d'autres chercheurs qui parlent de la présence extraterrestre dans le contexte des alliés de l'humanité.
Donc ça, c'est concernant la partie que j'appelle des preuves. Ce livre et la présentation que je vous donnerai, j'espère que vous puissiez simplement l'entendre, écouter avec un esprit ouvert et que vous formulez plus tard votre propre opinion selon vos propres repères. Moi, je ferai une présentation sur le premier livre. Il y en a 3 tomes, comme j'ai dit. Je ne peux pas présenter toute la matière en une seule fois. Donc, je me concentrerai dans un résumé du contenu du premier livre qui est censé donner l'essentiel de cette perspective, cette façon de voir le phénomène ovni. Les alliés de l'humanité essayent de répondre à 4 questions. Que se passe-t-il dans notre monde? Parce qu'il y a un tas de choses qui se passent qu'on n'arrive pas à expliquer. Et quand même, ces phénomènes se répètent. Donc, il ne s'agit pas de coïncidence, il ne s'agit pas de mauvaise interprétation, il ne s'agit pas de l'imaginaire de quelqu'un, mais quelque chose se produit. Et pourquoi cela se produit-il? Qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour l'humanité? Et comment pouvons-nous y préparer? Ce sont les 4 questions fondamentales. Et ensuite, on a ces 4 questions, on va poser la question, qui sont ces alliés de l'humanité? C'est un beau titre. D'où vient leur message? Comment a-t-il été reçu? Et est-ce qu'il est crédible? Bien. Tout d'abord, qui sont les alliés de l'humanité? C'est quoi ce groupe? Donc il y a plus de 20 ans, un groupe d'individus venus de plusieurs mondes différents s'assemblèrent en un endroit discret de notre système solaire, près de la Terre, dans le but d'observer les visites que nous font certains extraterrestres. De leur poste d'observation caché, ils furent en mesure de déterminer l'identité, l'organisation et les intentions de ceux qui visitent notre monde et de surveiller leurs activités. Ces observateurs s'identifient comme faisant partie des alliés de l'humanité. Donc, d'abord, un groupe d'individus venus de plusieurs mondes différents, donc des individus de races différentes qui disent faire partie d'un ensemble plus large qui s'appelle les alliés de l'humanité, et ils nous décrivent cela dans le sens que eux, ils font partie de sociétés libres, à l'opposition d'autres sociétés où l'individu ne connaît pas la liberté. On parle ici de liberté individuelle, et ils font partie des alliés de l'humanité, c'est-à-dire 2 groupes de races qui potentiellement pourraient devenir des alliés, des amis avec des races avec lesquelles on pourrait éventuellement faire des échanges, même si cela se situe plutôt sur le plan intellectuel et spirituel que sur le plan matériel. J'entrerai dans ce sujet du commerce dans la grande communauté d'ici un peu. Donc les alliés de l'humanité, c'est le groupe de races qui ont des sociétés où il y a la liberté individuelle. C'est un point qui marque à nombreuses reprises le sujet de la liberté, la conception de la société et pourquoi certaines sociétés n'accordent pas de liberté à l'individu alors que d'autres l'accordent bien. Quelle est la différence essentielle à ce niveau? Et pourquoi ce point est-il si important dans la grande communauté de monde dans laquelle nous vivons? Donc, une grande communauté de monde, ça c'est un nouveau terme, on ne le connaît pas. Donc je vais essayer de vous définir cela. Grande communauté de monde parce qu'il y a de nombreux mondes, et avec ça on veut dire de mondes habités par des êtres intelligents, des races intelligentes. On nous dit même que nous vivons dans une partie bien habitée, dans une région bien habitée de notre galaxie. Et
toutes ces races ensemble constituent une grande communauté. C'est une définition, c'est un terme pour décrire quelque chose de nouveau. Donc, dans la grande communauté, il y a des races dans toutes les phases d'évolution. Tout d'abord, on nous parle des collectifs économiques. Les collectifs économiques sont constitués par plusieurs ou par de nombreuses races différentes qui font partie donc d'un seul ensemble, d'un seul collectif et qui sont strictement hiérarchisées. Donc, pour vous donner un exemple de ce qui pourrait se rapprocher d'une telle chose, je peux vous donner l'exemple de la société indienne. En Inde, on a les castes. On a 4 castes principales. On a la caste des guerriers, on a la caste des commerçants et, disons, des entrepreneurs, on a la caste religieuse et on a la caste des intouchables. Et les intouchables, c'est la plus grande partie de la population et c'est de la main-d'œuvre, vraiment pour les pires boulots. Après, on a donc ce que je vais appeler les commerçants et les entrepreneurs, donc les employeurs. Après, on a les guerriers, ça ce sont les forces de sécurité, l'armée et tout ça. Et après, on a les religieux qui sont censés être aussi les leaders. En Inde, la société est constituée à la base par ces 4 castes où les intouchables, comme le dit le mot, ils sont à tel point considérés inférieurs qu'on n'y touche pas. Vous pouvez avoir des maladies, des choses comme ça. Donc, imaginez donc cela dans une échelle beaucoup plus vaste où on a de nombreuses races et chacune fait partie de sa caste et a un certain niveau d'autorité. Les collectifs économiques, ils n'ont pas de monde d'origine à la base, puisqu'ils sont constitués de plusieurs races, ayant un niveau de hiérarchie différent. Il n'y a pas un seul monde qu'on puisse appeler comme leur monde foyer, leur monde d'origine. Au-delà des collectifs, on a des empires. Les empires peuvent être eux aussi constitués par plusieurs races, pas aussi nombreux que chez les collectifs. Et dans les empires, il y a une race dominante. C'est pour ça que c'est un empire, parce qu'il a conquis par la force ou par d'autres voies d'autres races. Et eux, ils ont bien un monde foyer. On a des alliances économiques et stratégiques entre des races, donc où il n'y a pas une qui domine ou prédomine vis-à-vis de l'autre, mais on fait des échanges, des alliances, qu'on s'est dit, stratégiques, c'est-à-dire il y a un aspect sécuritaire dans leur coopération. Il y a des races indépendantes qui évitent et ne font aucun commerce, ou très peu de commerce avec les autres races. Et on a aussi des races qui se maintiennent cachées par peur de l'influence que cette grande communauté de monde pourrait avoir sur elles, sur leur société, sur, par exemple, des collectifs économiques et la façon que celle-ci pourrait avoir un impact dans une société qui peut-être n'a pas envie de se concentrer tout le temps sur le développement technologique ou de passer ses jours derrière des appareils et des gadgets. Et donc ils ont un retard technologique par rapport à d'autres races. Et pour surmonter le désavantage qu'ils ont, leur vulnérabilité, elles se maintiennent cachées. Souvent, on ne sait même pas qu'elles existent. Alors que nous regardons, ou peut-être nous formulons des associations
au moment qu'on nous parle d'autres races intelligentes, des associations dans le sens militaire, prédomination physique de l'un par rapport vis-à-vis de l'autre, quand on nous parle d'extraterrestres, on pourrait penser à une politique ou à une certaine direction économique. Mais non, les alliés nous disent que la première et la plus importante chose, c'est l'organisation sociétale des individus au sein d'une civilisation. Et dans ce contexte, ensuite, on lui dit que la chose la plus importante, c'est l'argent et les ressources. Des forces commerciales, on les appelle, sont très puissantes, surtout dans notre région de l'espace, car quand on parle de sociétés, vous pouvez imaginer des sociétés où il peut y avoir des millions et des milliards d'individus, plusieurs races avec des milliards d'individus, ont un besoin continuel de ressources. Et cela est un des points principaux dans la mentalité qui régit dans notre partie de l'espace. Tout d'abord, il faut s'assurer de l'approvisionnement des ressources nécessaires. Alors qu'il y a donc des forces commerciales très puissantes, l'emploi de la force pour résoudre des problèmes n'est pas très utilisé. En fait, la guerre et la conquête par la force sont réprimées et considérées comme primitives. Elles sont réprimées parce que la guerre, elle détruit des ressources. Au-delà de coûter des ressources, elle détruit les ressources. Donc, nous sommes toujours dans une mentalité où, quand on a un conflit avec un pays, on va le bombarder, briser et détruire toute son infrastructure, pour ensuite venir avec nos soldats et dire oui, ce bout de terre nous appartient. Toutefois, dans ce processus de conquête, on a déjà détruit l'infrastructure, donc on va devoir la reconstruire et cela coûte des ressources. Donc, vous imaginez quand on parle dans une échelle beaucoup plus grande que la nôtre, s'il y aurait des guerres entre des mondes entiers qui se détruiraient, ça coûterait énormément de ressources, énormément de temps pour reconstruire, et c'est donc mieux et plus avantageux du point de vue économique de ne pas détruire les ressources, l'infrastructure qu'il y a déjà. Donc on cherche à employer d'autres moyens pour s'emparer, pour dominer notre société. Bien des races se sont très développées dans la technologie ainsi que dans l'influence de l'environnement mental. Donc c'est là où on met surtout l'accent, c'est sur le développement au niveau mental, la capacité de la persuasion et de la tromperie. Dans l'environnement mental, pour vous donner un exemple de la mentalité qui régit, c'est pour mettre une personne en prison, ça coûte de l'argent. Il faut une prison pour ça, il faut nourrir cette personne, il faut avoir des gardes pour cette personne, tout ça coûte de l'argent. Toutefois, si on peut exercer un contrôle, même partiel, sur la façon de penser de la personne, on n'a plus besoin d'une cellule, on n'a pas besoin de la construire, payer les ressources, payer le garde, nourrir le prisonnier. On a donc une manière beaucoup moins chère d'exercer un contrôle sur le comportement d'un individu, tout simplement en influençant son environnement mental. Et ça, c'est un des points principaux qui est divergent, qui diffère de notre mentalité terrienne, où on pense toujours à dominer l'autre par une voie physique.